Alors, roman suivant, le syndrome Chronos, l'année suivante, en 1999. Sans doute ton bouquin le plus épais, le plus gros, le plus touffu. Tout commence par 3 actions parallèles. Une explosion d'avion non élucidée, un carnage épouvantable perpétré par un tueur fou et raciste, et l'ascension sournoise d'un politicien sans scrupules. Une dernière partie est menée de main de maître. Le fameux syndrome Chronos du titre n'interviendra que plus tard. Il ne sera expliqué que bien plus loin, lorsque tout s'emballe. Apparaît un mystérieux soleil noir. Le tueur possède une liste de victimes. Le président des États-Unis est assassiné. L'action devient plus que trépidante. Et pendant ce temps-là, sous la terre sauvage du Nevada, se dévoile enfin le syndrome Chronos qui amènera le héros enquêteur dans le temps. Mais que voilà un beau pitch, cher ami. Ça donne envie. Oui, ça donne envie de le relire. Je me demande Oui, hein. qui a écrit ça. Je me demande qui a écrit ce roman parce que moi je me rappelle pas de tout ça. Oui. En fait. Oui, c'est vrai que je parlais tout à l'heure de Dean Koontz et clairement ça c'est le roman qui est mon plus gros clin d'œil à Koontz et à un de ses romans, je trouve les plus extraordinaires, s'appelle Le Temps paralysé, qui joue aussi sur le voyage dans le temps, qui fait intervenir aussi des extrémistes de droite, etc. Et c'est vrai que je crois que l'écriture ça reste un muscle et là j'étais vraiment dans un mouvement où j'avais produit un roman par an et donc il y a vraiment une facilité presque d'écriture qui naît et tous ces éléments se sont effectivement mis en place de façon assez naturelle, tout ce que tu as cité. Oui, j'avais envie d'écrire un roman qui était au croisement du polar, de l'aventure, de l'action, du fantastique, puisqu'effectivement il y a du voyage dans le temps, il y a toute une réflexion sur le voyage dans le temps. Et tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu n'aurais pas envie parfois de réécrire des trucs, des sagas comme ça, etc. Ben oui, mais je crois qu'il y a une espèce d'innocence aussi qu'on a quand on est plus jeune et quand on écrit. Et l'erreur que je commets peut-être pour l'instant ou que j'ai peut-être déjà commis, c'est de davantage écrire avec un objectif. Tiens, pour l'instant, il y a ça qui fonctionne, ou tiens, la recherche de telle ou telle maison d'édition, c'est un peu ça, donc allons-y, écrivons un thriller, et pas de me dire, bah, tiens, j'ai une idée, je vais la développer, et tant pis si ça part un peu dans tous les sens, ou si parfois ben, c'est à la limite du plausible. Hein. Prenons l'exemple ici dans le syndrome Chronos, je fais effectivement assassiner le président des États-Unis pour une raison X ou Y, et je ne savais pas que quand le président des États-Unis et le vice-président des États-Unis meurent, il reste encore une troisième personne qui peut prendre sa place. Et là, je ne le savais pas, donc erreur dans le bouquin. Mais peu importe, parce que je pense quand on est plus jeune auteur comme ça, on n'a pas peur, on y va. Et ce qui m'arrive encore aujourd'hui, peut-être trop souvent, c'est de me lancer, d'avoir une idée qui naît dans un coin de ma tête. Et puis comme je suis, et ça c'est corollaire, je crois, de tous les auteurs, un gros lecteur, un énorme lecteur, je lis énormément, beaucoup de choses, je me dis, mais ça vaut pas la peine, ça a déjà été raconté. Ça vaut pas la peine, ça a déjà été écrit. Je vais pas faire ça, ça a déjà été écrit. Et quand je l'ai lu, je me suis tellement bien amusé, ben ça m'étonnerait que je puisse faire mieux, voire aussi amusant. Et je pense que c'est une erreur. Je fais une petite parenthèse, parce que justement, nous avons un ami en commun qui te pose une question à ce sujet-là. Donc ce serait pas mal que tu l'écoutes et que tu puisses y répondre aussi. D'accord, je vais l'écouter avec grand plaisir. C'est une question qui vient de notre ami Jacques Mercier. Bonjour, j'ai une question à poser à Christophe. J'ai l'impression que pratiquement tout a déjà été imaginé en science-fiction et dans le policier, toutes les énigmes. Alors comment fait-on? On peut recommencer la même chose avec, évidemment, en personnalisant, si on veut, l'intrigue ou les lieux, ou bien, voilà, on a fait le tour. C'est justement la question marrante, ça vient parce que c'est vrai que ça peut être paralysant. Quand on a lu beaucoup et qu'on a déjà écrit beaucoup, on a déjà pas mal écrit, et je crois que c'est une erreur. Parce que je pense qu'effectivement, toutes les histoires, ou en tous les cas beaucoup de mécaniques derrière les histoires ont déjà été écrites, mais prenons l'exemple de l'être humain, on a tous le même squelette. Globalement, on a tous le même squelette.
quand on est en bon état, en bonne santé, etc., on a globalement tous le même squelette. Et si on mettait tous les squelettes côte à côte, on se dirait, ben oui, tous les êtres humains, ils se ressemblaient tous. Sauf qu'on est 7 milliards d'individus complètement différents. Donc je me dis qu'à partir du même squelette et de la même idée de départ, je pense qu'on peut bâtir des histoires complètement différentes. Donc c'est une erreur que je commets, mais en même temps, c'est parfois difficile et c'est peut-être tout le travail aussi de l'écrivain, c'est d'aller au-delà de ce premier blocage, au-delà de ce premier réflexe de dire bah, je l'ai déjà lu ça, il n'y a pas besoin, je ne vais pas le réécrire, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait mieux que moi. Et de se dire au contraire, ben non merde, je vais essayer de le faire quand même, j'ai peut-être un autre éclairage à apporter, j'ai de toute façon d'autres bagages, d'autres souvenirs, d'autres manières d'exprimer les choses. Et donc voilà, pour répondre à Jacques, je pense qu'effectivement beaucoup d'histoires, voire toutes les histoires, tous les squelettes ont déjà été sortis des placards, mais la manière de leur donner de la chair, de leur donner des vêtements, et de les faire marcher, de les faire parler, là il y en a autant qu'il y a d'auteurs potentiels. Revenons au syndrome Chronos. Est-ce que, en tant qu'auteur, est-ce que tu ne te sens pas un petit peu brigué par toi-même, puisque tu disais que c'était celui-là où tu t'es laissé aller, tu es vraiment parti dans tous les sens, et que maintenant tu te centres plus sur une intrigue plus linéaire. Est-ce que tu ne te sens pas un petit peu brigué par ça? Si, je crois qu'il y a c'est encore en l'air à ce que je disais il y a 2 secondes, c'est que parce que j'ai parfois peur de raconter quelque chose qui a été déjà raconté, je ne vais pas m'éloigner d'une certaine ligne, d'une part. Et d'autre part aussi, j'ai l'impression qu'avec le temps, je deviens impatient. Et cette impatience-là, elle se reflète dans l'impression parfois que j'ai que quand je commence une histoire, il faudrait déjà presque qu'elle soit terminée. Je voudrais bien pouvoir, mais comme l'écriture n'est pas mon travail premier, ben, je sais qu'il faut un certain temps, voire un temps certain pour accoucher de 3, 4, 500 pages, parce que là c'est effectivement un bon texte. Et parfois c'est paradoxal, parce que je me dis, mais oui, bien sûr que tu vas avoir besoin du temps, mais j'aurais envie que ce soit déjà fini. Donc il y a une drôle mais ça c'est tout un travail à effectuer. Qui se fait aussi, qui se faisait de façon presque naturelle quand j'étais dans une logique où j'avais un éditeur avec une attente annuelle qui faisait que, ben voilà, ça aussi c'est quelque chose, c'est une atmosphère avec une épée presque de Damoclès au-dessus de la tête, ça aide évidemment. Est-ce que tous ces livres, tu n'as pas envie, tu nous as parlé de tout à l'heure d'un de ceux-là qui va être réédité, mais les autres, ils sont indisponibles. Est-ce que tu n'as pas envie de les redonner au public? Si, bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais contacté Multivers Édition, qui a eu la gentillesse d'accepter la réédition de Virtual World. On va un peu voir si avec Virtual World tout se passe bien au niveau de la réécriture. Oui, il est évident que meurtre.com, avec peut-être les modifications que j'évoquais tout à l'heure, et le syndrome Chronos, à mon avis, avec quelques petites modifications aussi. Mais oui, bien sûr, parce que d'une part, je crois qu'aujourd'hui, le digital permet une rediffusion plus rapide et plus accessible de ces anciens textes, et d'autre part aussi parce que je voudrais, mais ça c'est un vœu pieux ou si c'est une envie qui sera peut-être difficile à atteindre, mais je voudrais aussi pouvoir à un moment donné proposer des versions en poche de certains de ces romans, parce que on sait, le marché du poche aujourd'hui est encore dominant d'une part chez nous du côté francophone. C'est un marché qui est très difficile à percer, parce qu'à l'inverse de chez les anglo-saxons, ici je dirais le chemin du livre, c'est il est publié en grand format, il est vendu un certain nombre d'exemplaires, il est publié en poche, et puis voilà. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les paperbacks originals, donc des originaux en poche, qui permettent aux auteurs de se construire parfois toute une carrière sans avoir jamais sorti un grand format. Il y a des auteurs qui ont bâti leur carrière là-dessus. Et prenons l'exemple aujourd'hui des changements profonds, moi je crois qu'ils touchent le milieu du livre. Il y a des jeunes auteurs qui soient jeunes en âge ou jeunes dans leur carrière, qui se présentent dans des salons, etc., et qui ont des romans à 20, 22, 25 euros, et qui sont leurs premiers romans. Moi, je suis un visiteur lambda, est-ce que je vais aller mettre 22 ou 25 euros pour un auteur que je ne connais pas? Alors que s'il était à disposition un roman de poche de 8 ou 10 euros,
si on discute avec l'auteur, voilà. Donc c'est toutes des réflexions que je mène par rapport à ces anciens romans que je voudrais effectivement bien retrouver et rendre disponibles au public. Alors le roman suivant, qui est un peu le dernier de ta première phase d'écriture, on peut dire, s'appelle L'Orgue de Leonardo, qui est sorti d'abord, si je me souviens bien, en feuilleton dans un journal. Oui. Quelle drôle d'idée! Mais en fait, ce qui se passait, c'est que le journal Le Matin, qui n'existe plus, je crois qu'il a vécu 4 ou 5 ans à Liège, cherchait un moyen de marquer le coup du passage à l'an 2000. Et donc je suis entré en contact, je pense que c'est à travers toi, une fois de plus, je crois, avec le rédacteur en chef du Matin. Et j'ai proposé effectivement cette idée d'un aventurier qui est un peu une espèce d'Indiana Jones moderne. La seule différence, c'est que c'est un archéologue, mais qui est spécialisé dans tout ce qui est histoire de la musique. Effectivement, il va se mettre à la recherche d'un instrument de musique qui aurait été créé par Léonard de Vinci, parce que de manière assez surprenante, lui qui a tout fait, Léonard, il a peint, il a sculpté, il a dessiné des choses. On n'a jamais retrouvé aucun élément musical, pas que je sache en tous les cas. Et je m'étais dit, tiens, c'est marrant, pourquoi? En fait, on apprend là-bas pourquoi, l'orgue qu'il a construit, etc. Et donc, effectivement, ça a été publié d'abord sous forme d'un feuilleton qui devait se terminer le 31 décembre 1999 au passage de l'an 2000, puisque le roman se termine au passage de l'an 2000. Et ce qui est amusant aussi, c'est que les démons, entre guillemets, les arcans qui vivent dans ce roman, ont eu une deuxième vie, puisqu'ils ont aussi séduit Henri Verne, et j'en ai fait une série de romans, je crois qu'il y en a 4 ou 5, dans l'univers de Bob Moran, où Bob Moran va carrément visiter un monde parallèle où ces créatures existent. Donc ça, c'est amusant, c'est à la fois, c'est vrai, un roman qui termine une première période et qui peut faire le pont avec la période intermédiaire entre Cortus et Collins, où finalement je m'étais déguisé en Henri Verne pendant une petite dizaine d'années. Et finalement, comment est-ce que Christophe Collins considère les romans de Christophe Cortus? Je me demande jusqu'à quel point il n'en est pas un peu jaloux. Mais jaloux de la liberté, en tous les cas, que Christophe Cortus avait dans ses romans. Cette espèce d'imagination sans limite que j'ai toujours, bien évidemment, mais que pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, je brille parfois un peu et que je ne devrais pas. Mais alors, est-ce que je deviens schizophrène? Est-ce qu'effectivement Christophe Collins est en train de me dévorer de l'intérieur et de me brûler mon imagination? Je ne crois pas, en tout cas je ne me laisserai pas gagner. Mais c'est vrai qu'il regarde peut-être ça en disant « Merde, moi aussi j'aimerais bien écrire des trucs comme ça, un peu plus rock'n'roll, on va dire, un peu plus... » Même si ce que j'écris parfois vraiment c'est vrai rock'n'roll. Mais là c'était... Il y a peut-être aussi une légèreté de ton dans les Christophe Cortus. Mais ça, c'est peut-être aussi lié à l'âge, à la maturité, je n'en sais rien. C'est toutes des choses qui se transforment. La manière dont on voit le monde se transforme, c'est vrai. Et il y a peut-être une légèreté que j'avais il y a encore 20 ans, que je n'ai peut-être plus aujourd'hui face à tout ce qui m'entoure, à tout ce que je... Voilà, peut-être ça aussi, sans vouloir faire de la psychologie à remarcher. La question inverse est vraie aussi. Que pourrait dire, par exemple, Christophe Cortus à Christophe Collins? Ah, c'est vrai ça. Là, tu veux vraiment me pousser dans les derniers tranchements de la schizophrénie. Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que Christophe Cortus pourrait dire à Christophe Collins? Alors ça, c'est marrant ça. Alors que, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Franchement, je suis rarement à bout de mots, mais là, qu'est-ce que... Oui. On y reviendra peut-être, y repenser. Ouais.